Bienvenue dans les vraies voix du vendredi. Merci de votre fidélité avec Philippe Bilger. Ça va mon Philippe? Toujours bien. Toujours. Oui, mon Philippe. Vous allez faire quoi ce week-end, Philippe? Vous allez danser? Vous allez faire la fête? Non. Qu'est-ce que je fais demain? Je dois avoir un dîner demain soir. Comme à chaque fois. Ensuite, je vais lire. Je vais continuer à faire le beauf, regarder Prime Video. Peut-être commencer à lire le livre de Jean-Michel. C'est gentil. Moi aussi. Et en lire d'autres. Et moi, je vais finir de le lire. Tom Conan, vous allez faire quoi ce week-end? Moi, demain, vous allez écrire des bouquins? Alors, je vais pas écrire en ce moment, mais demain, je vais en boîte, effectivement, demain soir. En boîte? Je vais à Dr Love. Écoutez, c'est une soirée LGBT friendly, mais ouverte à tout le monde, évidemment. Très sympa, qui se passe au Terminal 7. C'est une immense salle dans le sud de Paris, vers Porte de Versailles. À peu près 3000 personnes de capacité. Et après, le lendemain, si vous tenez jusqu'à 6h du mat, jusqu'au lever du soleil, vous voyez la tour Eiffel de loin. C'est magnifique. Est-ce que c'est autorisé par la loi? C'est une vraie question. En Suède, non. Et Jean-Michel Fauvergue, vous avez créé un livre, Les hommes en noir servir ou faillir chez Plomb. Vous allez faire quoi ce week-end? Vous allez le lire? Depuis que je suis ex de partout, c'est-à-dire ex-flic, ex-député, donc je suis à la retraite et je viens de m'apercevoir avec horreur, et je le laisse méditer en ce moment, c'est important, que quand vous êtes à la retraite, eh bien, vous n'avez plus de week-end, vous n'avez plus de congé, vous n'avez plus rien. Pourquoi? Parce que ça dépend du travail, tout ça. C'est-à-dire vous reposez le week-end quand vous êtes actif. Et vous posez vos congés quand vous êtes actif, mais plus à la retraite. Voilà, c'est ça. En plus, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le taux de décès chez les retraités est beaucoup plus important que chez les actifs, donc il ne faut pas se presser d'aller. Ils sont plus âgés aussi. Non. Enfin, vous êtes quand même encore un peu actif. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ces jeunes dealers qui ambitionnent de travailler dans les quartiers nord où il est facile de postuler. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à alerter de l'arrivée des policiers ou qu'ils se font saisir leurs marchandises, les conséquences peuvent être terribles. Il y en a quand ils guettent, tu rates la police ou les civils ou quoi. S'ils te connaissent, ils t'enlèvent la paye. S'ils te connaissent pas, tu viens comme ça, ils te frappent. Ces jeunes dealers doivent alors s'acquitter d'une dette à vie impossible à rembourser en guise de punition. Il y en a encore qui sont victimes de façon très grave de ces réseaux avec des actes de torture et de barbarie. Il y en a quand ça crie, ils restent à leur place, ils font exprès de se faire attraper par la police. Un jeune s'est fait interpeller par les policiers et il a supplié en fait les flics de le prendre. C'est invraisemblable ça, normalement. Il cherche à s'échapper. Effectivement, à Marseille, des jeunes dealers menacés de torture tentent d'échapper au milieu du trafic de drogue en suppliant la police de les interpeller. La prison peut-être moins violente que le milieu, Philippe. Absolument, Cécile. Ces dealers, souvent très jeunes, ce qu'on appelle les choufs, ceux qui surveillent à l'entrée des points de deal, à l'entrée des cités, se rendent à la police de peur de tomber sous... On peut le dire, certains même sont tués, il n'y a pas d'autre mot, à 14, 15, 16 ans, parce qu'ils ont une dette envers des trafiquants. Ils préfèrent être arrêtés par la police. Comment peut-on faire pour arrêter ces trafics? Comment peut-on et doit-on venir en aide à ces jeunes? Et pour le moment, vous n'êtes pas majoritaire à dire qu'il faut aider ces jeunes, que l'État doit les aider, puisque vous êtes 67% à dire non. Et on va en parler avec un autre spécialiste que Jean-Michel Fauvergue, Bruno Bartosetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable unité SGP Police pour la région Sud. Bienvenue sur Sud Radio. Juste avant, un petit tour de table avec vous, Philippe Bilger. Forcément, on se dit, ces gamins enrôlés très tôt, finalement, l'addition est lourde derrière. Si on avait mauvais esprit, on pourrait avoir une vision un peu sarcastique de notre modernité. Je pense à une époque où les pompiers étaient attaqués, on proposait de les faire accompagner par des policiers qui eux-mêmes, dans les cités sensibles, étaient agressés. Là, maintenant, on pourrait rire aussi de ces jeunes délinquants qui demandent à la police de les protéger contre les trafiquants. Mais malheureusement, ça n'est pas drôle. Et moi, j'aurais tendance, comme la majorité de nos auditeurs, à dire franchement qu'ils se débrouillent en quelque sorte. Oui, parce que on ne peut pas quotidiennement se livrer à de la délinquance, même quand on est jeune, et puis tout à coup se rappeler que la police existe. Mais je me rends compte que ma position n'est guère morale. Oui.
On peut être repenti aussi, Tom Cohn. Oui, effectivement. Enfin, pas morale à la rigueur, c'est une question de personnel, mais pas efficace surtout, je pense. Parce que si le but c'est quand même derrière de démanteler, de faire cesser une activité de deal illégale, j'imagine que si on peut sortir des personnes pour avoir absolument des informations, ou même ne serait-ce que pour les sortir tout court et affaiblir éventuellement l'efficacité du réseau, ça me semble intéressant. Donc pour l'efficacité judiciaire et du travail de la police, il me semble que la position de Philippe n'est pas forcément optimale. Appelez-nous d'ailleurs au 0826 300 300 si vous pensez que la police doit les aider ou finalement qu'ils se débrouillent. Jean-Michel Fauvergue. Alors, il faut revenir à la base du réseau de stupes et en particulier la vente de cannabis. Ça rapporte énormément de pognon à tout le monde, énormément d'argent. Et c'est quelque chose de très facile à faire qui demande aucun diplôme, y compris dans la délinquance. Je veux pas comparer les types de délinquance, mais ça n'a rien à voir que de revendre du cannabis ou de revendre de la cam, que d'organiser un braquage de fourgon ou d'autres trucs comme ça. Bien évidemment, les uns et les autres sont répréhensibles. Mais la problématique de la vente de stupéfiants, c'est qu'elle nous draine à peu près entre 40 et 60% de notre délinquance de voie publique, qu'elle déscolarise et désociabilise un certain nombre de petits jeunes qui sont attirés par ces lumières-là, les lumières de la vente et cet argent facile. La grosse problématique, et on le dit jamais assez, c'est que l'espérance de vie de quelqu'un qui est un réseau de cam, c'est jusqu'à 27 ans maximum. Et donc, du coup, ça, moi, je suis pas du tout étonné par ça. Et je pense que effectivement, si on a des choufs qui viennent, des jeunes qui viennent évidemment demander l'aide et la protection de la police, c'est un devoir moral que de leur accorder, en essayant effectivement, comme Tom l'a dit, en essayant d'avoir des renseignements pour pouvoir démanteler les réseaux. Mais en général, les renseignements qu'on a de la part de choufs sont pas de très bonne qualité. Mais tout ça prouve que cette problématique des stupes, c'est la mère des batailles que l'on doit mener dans notre pays. C'est la gangrène. Toute tendance politique confondue. Alors on va sur le terrain avec Bruno Bartocciati qui est avec nous, responsable d'unité SGP pour la région Sud. Alors vous avez entendu pas mal de choses. J'imagine que sur le terrain, vous avez des informations aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la roue tourne finalement pour tous ces choufs ? Oui, bonsoir. C'est vrai que le sujet est très très vaste en matière de stupéfiants et on pourrait parler bien sûr des enquêtes, du travail, de l'investigation des policiers et comme je le dis régulièrement, tout ne repose pas sur les épaules de la police. Et pour pointer, on va dire, du doigt ces jeunes choufs, là, ces guetteurs, alors il y a ceux qui ont la volonté justement de s'exprimer en matière de chouf. Et puis il y en a certains qui sont aussi pris en otage. Et puis finalement, quand on regarde l'ensemble, ceux qui sont presque obligés, ceux qui ont la volonté de vendre, de guetter, eh bien, en fait, ils n'ont pas d'autre issue, quoi. C'est vrai qu'on est dans un monde qu'on est loin d'imaginer lorsqu'on n'est pas dedans. Je le dis sous le contrôle de Monsieur Fauvergue, mais c'est vrai que on peut pas imaginer qu'ils n'ont pas d'autres repères que ça finalement. La seule façon d'exister, c'est de pouvoir vendre du shit pour avoir un petit peu d'argent, et rien ne font peur à ces jeunes parce qu'ils n'ont une espérance de vie effectivement, j'allais dire 30 ans, mais si c'est 27 ans, c'est encore plus bas. Mais pour eux, il n'y a pas de notion. Donc en fait, quand ils se retrouvent à un moment donné confrontés à de grosses difficultés parce qu'ils sont pris en otage, je pense aussi à leurs sœurs. Hein, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Si elles sortent de la cité avec des jupes, elles se font violer dans les cadres et on n'en parle pas beaucoup non plus, quoi. Donc en fait, finalement, les seuls repères, c'est cette proximité avec des voyous qui sont prêts à tout et bien sûr à les tenir, à les frapper, voire les tuer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est vrai que là, du coup, est-ce que ça doit être un travail de police et seulement de police pour les protéger? Oui, au premier abord, puisque c'est le seul contact qu'ils ont finalement avec la République, la police. Peut-être qu'après, il faudrait... alors là, c'est un travail sur du long terme. On a parlé, je crois, des politiques qui travaillent sur du long terme avec les éducateurs pour justement
protéger peut-être protéger ou encadrer ou éduquer ces jeunes. Il faut aussi qu'on ait les moyens de travailler, nous, dans la police, bien évidemment. Mais on ne peut pas nous demander d'être éducateurs, policiers, dans la prévention, dans l'investigation, avec les faibles moyens que nous avons. Bruno, on rappelle quand même que les dealers organisent, torturent aussi ces jeunes garçons et diffusent les vidéos sur Internet pour les faire plier. Une réaction, pardon, Philippe, David, je voulais poser une question à Bruno Bartocchetti, très courte, et ensuite réaction des vraies voix. Est-ce que finalement, les chefs de gangs de trafiquants ne se servent pas de nos lois qui assurent une quasi-impunité aux mineurs pour mettre les mineurs comme chouf, les exploiter, sachant qu'ils ne risquent rien et que ça les protège? En tout cas, pas grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que c'est pas vraiment une question qu'il faudrait enfin se poser en France? Alors, la réponse est dans votre question, bien évidemment. Hein. On va chercher chez les plus jeunes. On est dans l'impunité lorsqu'on se fait attraper à 14 ou 15 ans. J'espère que vous m'entendez. Oui, bien sûr, bien évidemment, ça fait partie de cette réflexion-là chez les trafiquants, les lieutenants. Et puis en plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'éléments. Ça a été dit également. S'ils se font attraper, ils vont pas nous donner beaucoup d'informations. Nous les avons déjà, ces informations. Et ces jeunes-là aussi, pour alimenter le sujet, lorsqu'ils demandent une protection entre guillemets de la police, de toute façon, eux-mêmes savent qu'ils vont ressortir dans très peu de temps. Donc voilà, c'est vrai que on a un bouclier, ils ont, ces lieutenants de la drogue, un certain bouclier avec ces jeunes qui sont exposés, qui ne les dérangeront pas de toute façon s'ils se font interpeller. Mais Bruno, ces jeunes qui iront voir la police, je n'ose imaginer ce qui se passera après lorsqu'ils ressortiront. Ce sera un massacre. Alors, bien évidemment, mais leur réflexion est quand même sur du court terme. Quand ils savent qu'ils vont être très rapidement pris en main par les supérieurs, leur hiérarchie, on va dire, en matière de stupes, bon, ben là, ils préfèrent se faire interpeller que finalement se retrouver dans les mains de leur lieutenant. Mais leur réflexion, elle est très limitée, c'est du court terme. Et si vous permettez, et même dans le grand banditisme, lorsque à 6 heures du matin vous interpellez des grands voyous dans leur appartement, ils sont presque rassurés de se faire interpeller par la BRI que par des adversaires du banditisme. Mais c'est vrai que je veux dire, c'est ça. Jean-Michel Fauvert, surtout, si vous permettez, ça prouve surtout que la violence s'exerce dans les cités et que la police, elle ne l'est pas. Absolument. Il y a aussi tous les dommages collatéraux, la famille, par exemple. Oui, bien sûr. Parce que la famille prise en otage aussi. Bruno l'a très bien dit. Dans ces cités, dans les cités où se font les stupes. Les stupes se font de plus en plus ailleurs aussi, hein, mais dans les cités où se font les stupes, la loi, c'est la loi du caïd ou la radicalisation. Le modèle de la famille, mais la famille, elle est prise par ce modèle-là. Et le modèle républicain, c'est le 4e modèle. Il est peu enclin à s'imposer. C'est difficile. On parlait des jeunes, et évidemment qu'ils vont rechercher des mineurs. Ils le savent. Ils vont non seulement rechercher des mineurs, mais ils vont rechercher des blédards, des étrangers, des jeunes étrangers qui viennent du bled, des pays du Maghreb, qui sont des MNA, des mineurs non accompagnés. Et bien sûr, par contre, là où je voudrais insister, c'est qu'on a de plus en plus de violence, on le savait aussi. Vous parlez de torture, mais il y a ce qu'ils appellent le barbecue, c'est-à-dire ils se font cramer vivants, etc. Dans la voiture. Il y a toutes ces tortures-là. On est dans une radicalité énorme en termes de violence et à la radicalité, et d'ailleurs un autre type de radicalité que je développe dans mon roman, du côté des mauvais, des méchants, parce qu'il y a véritablement le bien et le mal, et on est très manichéen quand on est policier. Eh bien, dans cette radicalité, on trouve toujours plus radical que soi. Et donc, ça ne s'arrête jamais, sauf à ce que l'État y mette les moyens pour arrêter, mais en tout cas faire régresser cette problématique. Non, mais moi, personne ne parle de légalisation du cannabis. Je suis désolé, mais je suis toujours frappé par un monde où vous pouvez aller prendre de la vodka tous les jours, du rhum à 50 degrés, du whisky, vous éclater la gueule littéralement, parce que c'est vraiment ça l'expression, et être addict. Il y a plein de personnes qui parlent de leurs addictions à l'alcool,
qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur leur santé mentale, sur leur santé physique, conduire au suicide, à l'exclusion sociale, etc. Mais en revanche, la légalisation du cannabis n'est jamais abordée. C'est quand même très problématique. D'ailleurs, même dans la dernière élection présidentielle, c'est une idée qui était quasiment plus portée. Plus personne n'ose porter ce discours-là. Alors qu'encore une fois, à côté, je ne parle même pas du vin, des traditions françaises et de tout ça, qui est aussi un peu du bullshit et qui est quand même une forme aussi de contradiction assez forte. Mais l'alcool fort, n'importe qui peut acheter de l'alcool fort en pratique aujourd'hui en France. Et par contre, il y a des efforts considérables qui sont mis, pas forcément à mon sens à juste titre, contre le trafic de cannabis. Je parle du cannabis exclusivement, bien sûr. Hein. Bruno veut réagir, Bruno Bartocchetti. Oui, alors attention, lorsqu'on parle de légalisation, à la réponse un petit peu trop réductrice de dire je suis pour ou je suis contre. D'abord, quel va être le taux en matière de légalisation, parce que si ça doit être en vente libre, à partir de quel taux on va considérer que le produit n'est pas néfaste. C'est-à-dire que là, je crois que c'est le TSH, c'est l'ordre de 0,2%, me semble, si je ne me trompe pas. Les dealers vont continuer à vendre du cannabis beaucoup plus fort. Oui, parce que si c'est pas ça, ce sera autre chose en fait. Exactement. Et puis, vous savez, vous avez quelque chose de très simple aujourd'hui dans notre société. La cigarette est en vente libre, c'est une vente licite. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de la contrebande de cigarettes? Donc, c'est une réflexion intéressante, mais il faut aller vraiment au bout. Ça se limite pas à un oui ou un non. Et le cannabis, c'est clair que le dealer n'ira pas pointer au chômage si on fait la vente de cannabis en vente libre. Ça va être beaucoup plus compliqué encore à gérer. Juste un point, mais juste pour dire, quand même, j'ai pas les chiffres exacts, mais il doit exister l'essentiel des personnes qui prennent de la drogue prennent du cannabis. Je veux dire, évidemment qu'il y a la cocaïne, il y a plein d'autres choses, évidemment. Il s'agit pas d'inciter à ça ici, mais 80%, j'imagine, des personnes qui en consomment, c'est du cannabis, c'est pas autre chose. On évite beaucoup de problèmes quand même. Un mot, Jean-Michel, très court. Un mot, c'est difficile. D'abord, pour dire à Tom qu'il y a un rapport parlementaire avec un parlementaire DLR et un parlementaire de l'ancienne majorité qui se sont penchés sur la légalisation du cannabis et qui sont plutôt pour. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a des réflexions quand même au niveau le plus haut. Ensuite, cher Tom, vous avez dit cannabis, on légalise le cannabis et que le cannabis, pourquoi? Je pose la question, pourquoi on ne légaliserait que le cannabis, sachant par exemple que le Portugal, lui, a non pas légalisé, mais dépénalisé toutes les drogues. Et puis moi, pourquoi pas d'abord, avant de légaliser, ouvrir le débat, savoir si ça fonctionne, en particulier le Canada qui vient de savoir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, moi c'est ce qui m'intéresse, si ça fonctionne sur les réseaux qui vendent ça, dont on voit qu'ils sont hyper dangereux, et qui nous créent entre 40 et 50% ou 60% de la délinquance de voie publique. Si ça fonctionne là-dessus, plutôt que sur la santé, parce que sur la santé c'est une grosse hypocrisie, parce qu'il y a déjà plein de gens qui utilisent le cannabis. Voilà pourquoi c'est une hypocrisie. Mais si ça fonctionne sur les réseaux, ouvrons le débat à un certain moment, mais pas à ouvrira le débat. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous, responsable unité SGP police de la région Sud. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est le quiz, on se détend sur des sujets beaucoup plus légers. À tout de suite.